Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera assez longue, je pense une petite heure, une grosse heure, on verra comment ça se passe. On va faire 4 projets en JavaScript, donc des projets en JavaScript Vanilla. On va les faire sur CodePen. Je vous donnerai les liens vers les CodePen, bien évidemment. CodePen, en gros, c'est un éditeur en ligne qui nous permet de faire du HTML, CSS et du JavaScript en ligne avec cet éditeur-là, là, qui est tout beau. Donc on va faire 4 projets. Alors, le premier projet, c'est un auto-write test. Le deuxième projet, c'est une snack bar. Le troisième projet, c'est un dark mode, très basique. Et le dernier, c'est ce que j'ai appelé Pokémon API. En gros, on va fetch des données depuis une API et on va créer un Pokédex avec la première génération de Pokémon. Donc, j'espère que ça va vous remémorer des petits souvenirs. Et donc, le but de ces projets-là, alors je l'ai fait en JavaScript Vanilla. Moi, j'ai pas trop l'habitude de coder en JavaScript Vanilla, mais c'est pas très grave. Euh, le but derrière ces projets, c'est pas de vous montrer le code et de vous dire voilà, ça fait ça, voilà, point barre. On va essayer ensemble à partir d'un projet, de séquencer ce projet-là, d'y aller vraiment étape par étape et de se poser les questions de ok, donc là, je commence par faire quoi? Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qui serait plus intéressant de faire après cette étape-là? Afin de petit à petit gravir les échelons et arriver à la dernière étape de votre projet et de le concrétiser. Et donc, on va voir ensemble la logique qu'il y a derrière, etc., etc. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier projet. Donc, auto-write text, qu'est-ce que c'est? Alors, un auto-write text, c'est un texte qui va s'afficher caractère par caractère, comme ça. Par exemple, Hello World, et ça va faire le H, le E, le L, LO, etc., etc. Donc voilà, donc on va faire ça. Alors, on n'a pas besoin de CSS, donc on peut on peut cacher le CSS. Donc, première étape, on va afficher du texte. Voilà, donc quand on affiche du texte, on a besoin de faire quoi? On a besoin de afficher du texte dans une div, par exemple. J'aurais pu mettre dans un P ou autre, mais bon, on se prend pas la tête, franchement, un truc assez simple. Voilà, hop, super. Première étape, donc, c'est d'afficher du texte quand on a un auto-write test. La deuxième chose à dire, c'est, étant donné que ça va être un auto-write test, là on l'a affiché de manière assez brute. Étant donné qu'on va faire des manipulations, parce qu'on va l'afficher caractère par caractère, le mieux, ça serait de le faire dynamiquement. Donc de passer par du JavaScript. Donc là, au lieu de tout simplement mettre le texte brut comme ça, on va le faire via du JavaScript. Alors pour ça, donc hop, container égale. Donc là, on va essayer de catcher notre élément, notre div, pour lui insérer du texte. Alors, avant, hop, j'ai oublié, voilà. Ce que j'aime bien faire dans ces trucs-là, comme on est un petit peu en mode chillax, lui donner un ID directement. Hop, pourquoi? Parce que en fait, ça permet de directement faire get element by ID. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, je fais pas trop de JavaScript vanilla comme ça, mais ça va énormément vous apprendre de choses. Et encore une fois, c'est surtout la logique qu'il y a derrière. Voilà. Donc, hop, element by ID text, voilà. Et voilà, donc on va lui ajouter du texte. Donc pour ça, en fait, il faut donc récupérer notre élément. Donc là, le get element by ID va nous retourner un seul item, parce que c'est un ID. Un ID, c'est censé être unique, donc il n'y a qu'un seul élément du DOM qui est censé avoir cet ID-là. Donc c'est pour ça qu'on n'a qu'un seul élément. Et quand on fait un get element by class, par exemple, on a un tableau parce que plusieurs éléments peuvent avoir la même classe. Donc là, on a container, et le truc, c'est de mettre un inner text. Voilà. Et donc là, si je mets hello, normalement, s'il veut bien reload correctement, voilà, hello. Voilà, donc là, on a déjà fait notre deuxième étape, on va dire notre petite deuxième étape, qui est d'injecter du texte de façon dynamique. Troisième étape, c'est là où ça va se compliquer un petit peu. Alors, on réfléchit au projet auto-write test. Donc, on va devoir afficher des caractères, d'afficher les caractères un par un. Donc, on va devoir le faire de manière pas rythmé, mais avec un certain intervalle, puisqu'on va faire le H, E, L, L, O, etc. etc. Pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin de la fonction setInterval, donc en JavaScript, donc qui accepte en premier argument une callback, et en deuxième, le temps entre deux appels de fonction. Le temps minimum, entre guillemets. Bon, ça, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, donc là, on va lui dire toutes les X millisecondes, tu fais cette fonction-là. Et cette fonction-là, c'est quoi? Ça va être la logique
d'afficher caractère par caractère. D'accord? Donc, je commence. Alors là, je crée une variable qui s'appelle idInterval. Ne faites pas attention pour l'instant, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer plus tard à quoi elle sert. Pour l'instant, on n'aura pas besoin de savoir. Hop, non, sans ça, hop, hop, et aussi, on va lui créer const interval. Voilà, on va lui dire interval. On va lui donner 400 millisecondes. Hop, et donc là, on a notre callback en premier paramètre. Donc la callback, je rappelle, c'est ça, c'est une fonction qu'on donne en premier paramètre. Et le deuxième, donc, c'est le temps d'intervalle entre deux appels de cette fonction via la fonction setInterval. Voilà, alors là, on affiche notre texte de façon brutale. Nous, ce qu'on veut, c'est l'afficher de manière, à l'afficher caractère par caractère. Donc, au lieu de faire un truc à l'arrache comme ça, on va créer une variable qu'on va appeler texte, qui va donc contenir notre phrase finale à afficher. Et nous, ce qu'on voudra dans cet intervalle, ça sera d'afficher caractère par caractère. Donc, pour ça, on va faire text.slice. J'ai pas trop l'habitude et j'aime pas trop utiliser slice, mais encore une fois, on est sur un truc assez débutant, assez, comment on appelle ça, assez chill, quoi. Mais voilà, j'aime pas trop utiliser slice, mais bon, c'est pas très grave. En gros, slice, ça va faire quoi? Ça va dire, ok, tu prends notre texte, donc texte, c'est une string, donc une string, c'est une chaîne de caractères, donc c'est H plus E plus L, etc. Donc tu prends de l'index 0, qui est H, jusqu'à l'index X. Et là, donc là, il faut que je crée, hop, index. Index, qui sera donc notre index, qui nous permettra d'itérer à travers cette chaîne de caractères. Ensuite, on a index++, donc qui va permettre d'incrémenter notre index une fois qu'on l'aura utilisé. Donc là, en gros, imaginons, là, je la lance une première fois sans le setInterval, je lance ma fonction comme ça. Ça va prendre le premier caractère, ça va aller de 0 à 0. Et ensuite, ça va faire index plus 1. Donc ça va lui donner une valeur plus 1. Et du coup, si je répète cette fonction, j'aurai index qui est égal à 1, vu que j'ai fait index++, donc qui aura été incrémenté de 1 après l'exécution de cette ligne de code. Et donc ensuite, ça va prendre le H et le E. Voilà, donc là, on commence déjà à avoir la petite logique derrière tout ça. Voilà, donc là, on a container.innerText qui va faire ça. Donc là, normalement, si je save, normalement, tout est bon. Non, il veut pas. Et si jamais je mets, par exemple, A, comme ça. Ok, donc là, ça marche. Je sais pas trop pourquoi, des fois, il compile pas quand je fais un save. Ok, donc là, on a un problème. Alors, je vais plutôt mettre index ici pour que vous voyez le problème. Hop. Pourquoi il raffiche? Ah non, c'est bon. Okay. Donc là, il va faire hello world. Hop. Donc là, il l'a affiché. Super. Sauf que là, il continue. Vous voyez que la fonction, elle continue d'être exécutée parce qu'en fait, de base, un setInterval, si on ne l'arrête pas, bah, ça continue ad vitam aeternam. Donc, il y a deux choses à faire. Alors, la première, c'est comment on fait pour arrêter un setInterval et ensuite de se dire comment, à quel moment il faut l'arrêter. Première réflexion. Comment on arrête un setInterval? Comment on arrête un setInterval? On utilise la fonction clearInterval. Et cette fonction-là, elle a besoin d'un paramètre. Ce paramètre, c'est un ID. L'ID de notre interval. De notre fonction setInterval. Et justement, c'est ce qu'on a là. Quand on va invoquer notre fonction setInterval, quand on va la déclarer, elle va nous retourner un ID. C'est pour ça que j'ai appelé const idInterval, qui sera donc l'ID de notre interval. Et donc, grâce à cet ID-là, on va pouvoir l'arrêter. Donc là, par exemple, non, je vais vous montrer plutôt après. Mais là, en gros, si je fais clear interval de idInterval, donc là, on a accès via l'éclosion du coup à cette fonction-là, à cette variable-là. Vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui arrive sur ça. Mais donc, on a accès à cet ID-là dans notre setInterval. Donc là, on a vu comment on arrêtait un intervalle, un setInterval. Maintenant, il faut savoir quand est-ce qu'on va l'arrêter. Alors, quand est-ce qu'on va l'arrêter? C'est quand notre chaîne de caractères sera totalement affichée. Pour ça, on a besoin de créer une variable qu'on va appeler limite. Et limite, c'est quoi? C'est tout simplement la longueur de notre texte. OK?
Hop, donc on va faire un if. On va dire si jamais l'index est inférieur ou égal à notre limite. Hop, tu continues. Alors, pour ceux qui se demandent comment j'ai fait ça là, le petit truc comme ça, c'est ALT flèche du haut, flèche du bas, qui permet du coup d'intervertir deux lignes, ce qui est vraiment vraiment pratique. Et donc sinon, si jamais tu as fini d'afficher tous les caractères, tu vas tout simplement faire un clear interval et tu vas mettre un ID interval. Voilà. Et donc là, je vais mettre un console.log de index pour qu'on puisse voir si jamais ça a bien marché ce clear interval. Donc là, on a hello world. Donc là, on a tout ce qui s'affiche. Hop. Et donc là, on voit que justement, il s'est arrêté à 13. Et donc, notre set interval s'est correctement arrêté. Et donc voilà, donc on a notre premier projet qui a été fait. Et donc on va passer tout de suite au deuxième qui est afficher une snack bar. Donc on se retrouve tout de suite. Donc deuxième projet, ça va être une snack bar. Alors une snack bar, c'est quoi? C'est une espèce de notification qui pop à un endroit de l'écran. Donc ça peut être là, je pense qu'on va le faire en bas à droite, qui pop, qui affiche un message, par exemple succès, erreur, etc. Et qui va disparaître avec une animation. On va le faire via un bouton, donc on va cliquer sur un bouton, la notification va pop, elle va afficher le message pendant tant de secondes, et ensuite elle va disparaître avec une espèce d'animation. Donc là, on va essayer de comprendre la logique derrière et de petit à petit mettre en place notre code. Donc on va déjà, je pense, commencer la première étape, c'est d'afficher notre snack bar, tout simplement, de la rendre un petit peu jolie, on va dire. On n'est pas des artistes, hein, on n'est pas des Picasso. Et une fois qu'on l'aura affiché, on va du coup, via un bouton, quand on va cliquer, l'afficher ou ne plus l'afficher. Enfin, c'est pas ne pas l'afficher ou ne plus l'afficher, mais plutôt qu'elle va s'afficher pendant X secondes et ensuite elle va disparaître, mais de façon brutale, assez brusque. Et à la fin, ça sera justement d'ajouter une espèce de petite animation qui slide vers le haut, vers le bas, etc. Donc, première étape, on va commencer déjà par créer notre snack bar. Hein. Alors, hello from the snack bar. Hop. On va lui donner un ID. Ça sera plus simple à catch. Snack bar, on va l'appeler. Hop. Voilà. Alors ensuite, deuxième truc. Alors, je suis pas un expert en CSS. Je sais que je vous expliquer un petit peu. Mais en gros, là, ce qu'on aimerait faire, c'est afficher notre élément en bas à droite. On va dire que si jamais on touche pas, on le fait. Enfin, en fait, je crois qu'on peut. Enfin, on pourrait le faire sans le CSS, mais ce serait horrible. Mais en gros, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser une propriété CSS qui nous permet un peu de dire à notre élément, notre snack bar, ok, toi, tu es un peu spécial, parce que tu as un élément qui apparaît à un certain endroit qui est, on va dire, qui n'est pas vraiment associé avec les autres éléments du DOM. Parce qu'en fait, quand on va ajouter un autre élément dans le DOM, en général, si on touche à rien, c'est des éléments qui vont être affichés les uns en fonction des autres. Donc là, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, il y a plusieurs propriétés qui existent, notamment donc, la propriété donc, position, et donc une des valeurs possibles pour position, c'est la position fixe. La position fixe, elle va dire à un élément du DOM, toi, tu restes là, à cet endroit-là de la page. Donc là, par exemple, tu lui dis, voilà, tu restes en bas à droite, et si l'utilisateur, il scroll, tu restes à cet endroit-là. Ça va nous permettre ça va permettre à notre snack bar que peu importe l'endroit dans lequel se trouve notre utilisateur, qu'il soit en train de scroller vers le bas, en haut de la page, au milieu de la page, notre élément s'affichera toujours en bas à droite de son navigateur. Ce qu'on appelle le viewport. Le viewport, c'est ce qui est visible pour l'utilisateur. Donc là, le carré blanc ici, imaginons que c'est un navigateur web. C'est ce qu'on appelle le viewport. C'est ce que l'utilisateur voit sur son navigateur. Donc il sera en bas à droite du viewport. Donc pour ça, on a donc la position fixe. Alors, hop, on va commencer déjà par appliquer ce truc-là. Alors, pour ceux qui connaissent rien en CSS, hashtag snackbar, ça veut dire tu appliques ces styles-là aux éléments, enfin, ou plutôt à l'élément qui a en ID snackbar. Voilà, c'est ça. Sinon, on aurait pu faire avec une classe normale et ici écrire classe, etc. Mais on a créé un ID déjà, donc autant s'en servir. Position fixe, donc comme on l'a dit. Ouais, hop. Et donc, quand on va utiliser position fixe, c'est le cas aussi pour d'autres valeurs de position, mais je vous laisserai regarder.
on a le droit d'utiliser des attributs supplémentaires, des attributs supplémentaires qui sont top, left, right, bottom. Donc, qui vont nous permettre de modifier la position de notre élément. D'accord? Donc là, si je veux mettre mon élément à droite, je peux lui dire right 0, et donc ça va le mettre à droite, et ça veut dire de 0 par rapport à la droite. Ok? C'est pour ça que ici, si jamais je mets 10, oula, hop, 10px quand même. Voilà, donc là, entre le côté droit de mon viewport et mon élément, j'ai 10 pixels. Voilà, tout simplement. On va le laisser à 0, parce que pour l'instant, on va le mettre tout à droite, et ensuite on mettra un margin dessus. Ça, ensuite, on veut le mettre en bas. Donc, pour ceux qui ont bien suivi, normalement, hop, si jamais je fais ça, ça le met en bas à droite. On va lui donner une couleur. Allez, soyons un peu fous. Background. Aussi, ça va nous permettre de voir comment ça s'appelle, la largeur et la hauteur de notre snack bar. Donc, on va lui donner red, un truc vraiment bien rouge. Ça va. Attention à vos yeux. Hop, voilà, c'est immonde. Voilà, donc là, on voit que notre texte, il est quand même... la div, notre snack bar plutôt, elle est quand même très collée au texte. C'est très très moche. Déjà qu'il est rouge, il est pas très beau. Alors là, si en plus on lui fait ça... C'est pour ça qu'on va appliquer donc un margin. Alors un margin, c'est quoi? Comment vous expliquer simplement, en gros... Là, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Non, margin, n'importe quoi. Padding, pardon, excusez-moi. Oui, je comprenais pas. Voilà, padding. Alors, on va lui appliquer un padding, pardon. Un padding, c'est quoi concrètement? Donc, on a notre snack bar. Imaginons qu'on n'ait pas le texte. Bon, là, du coup, non, si je retire le texte, je crois que ça va pas... Je crois que ça va... on va plus rien voir. Ah non, si, bah si, du coup, ça fait... Ok, bon. Ouais, mais là, c'est pas très pratique, en vrai, pour expliquer avec cette manière. De cette manière-là. Donc là, on a hello from snack bar. Et donc, comme on l'a vu avant, si je mets pas de padding, notre texte, il est collé à notre div. C'est le comportement de base. Padding, en fait, ça va créer un espacement entre ce que la div contient, donc ici du texte, et la taille de notre div. Si je mets 15px, 15 pixels, il va y avoir 15 pixels entre notre texte, donc ce qu'il y a dans notre snack bar, dans notre div, et la taille de notre div. Donc là, entre ici le haut et le bas, il y a 15px. C'est donc du padding. Ensuite, on voit qu'il est collé au bord. Et donc là, on va utiliser l'inverse, qui est donc le margin. Le margin, en fait, c'est le fait de créer un espacement entre la div et l'extérieur. Et le padding, on va dire que c'est l'inverse. Donc, c'est créer un espacement entre la div et ce que la div contient, ses enfants. Voilà. Donc là, c'est pas collé. On va lui créer quand même, allez, hop, un border radius, pardon. Donc c'est quoi? C'est ce qui va permettre en fait de arrondir les bords de notre div. Voilà, on va mettre JPX, c'est pas très important. Voilà, donc là on a notre snack bar qui est vraiment vraiment horrible, mais qui marche. Ensuite, donc on l'a affiché. Maintenant, on va appliquer la logique de l'afficher pendant tant de millisecondes. Ou même non, je pense qu'on va déjà créer la logique de l'afficher et de la cacher en cliquant sur le bouton. Ensuite, on va appliquer un timer qui va dire au bout de X millisecondes, tu disparais quand tu cliques. Et enfin, on finira du coup par l'animation. Ok? Je pense que c'est bien de faire comme ça. Donc, on va créer un bouton. On va créer un bouton qu'on va appeler bouton. Hein, voilà, tout simplement. On va lui appliquer une fonction quand on va lui cliquer dessus. Donc, onClick, je crois que c'est comme ça. Je sais pas s'il y a un O. Pour l'instant, on lui met rien. Hop. Comme ça. Et on va cliquer sur click me. Voilà. Là, normalement, c'est censé fonctionner. Ouais, ok, c'est bon, cool. Alors, comme dans l'exemple précédent, maintenant, il faut qu'on cache. Ah bah non, là, du coup, on n'a pas besoin de cacher parce que du coup, on a mis le onClick. My bad. Donc là, on va créer une fonction qui va permettre à notre élément d'être affiché ou non. D'accord? Je vais l'appeler Toto parce que on ne change pas les bonnes habitudes. Donc là, avant de faire cette logique-là,
c'est bien beau de la faire, mais maintenant, il faut déjà qu'on se demande comment on affiche ou comment on cache ou comment on affiche un élément du DOM. Alors, il y a ce qu'on appelle visibility, donc qui est un attribut en CSS, visibility, qui permet d'afficher ou non un élément du DOM. Voilà. Donc là, si je mets à hidden, on voit que notre élément il a disparu. L'inverse, je sais plus c'est quoi l'inverse de hidden du coup, je crois que c'est visible de base. Je crois que son truc de base c'est visible. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc la logique de notre fonction, ça va être d'ajouter, enfin de changer l'attribut de notre snack bar en visible ou hidden du coup. Alors, donc il faut catch notre snack bar. Hop. Ensuite, on fait document.get élément by its. Hop. Snack bar. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime faire dans ces cas-là, on pourrait faire un add ou directement changer le style à la main. Genre, je crois que si jamais on fait genre snackbar.style, je crois, et qu'on met genre visibility égale à hidden, peut-être. Peut-être que ça marche là si je clique, normalement. Non, même pas. Ok, bon. Est-ce que déjà j'ai bien. Visibility. J'ai pas fait d'erreur, non? Hidden? Non? Ok, bon. C'est pas très grave. Je me souviens plus comment on fait pour appliquer un style, enfin changer le style directement, mais c'est pas une très très bonne façon de faire, on va dire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer un autre style avec une classe, et cette classe-là, on va l'ajouter via une fonction. Et justement, dans notre cas, c'est parfait parce qu'en fait, là, il y a une logique un peu de booléenne, c'est-à-dire si elle est affichée, tu ne l'affiches plus, tu la caches, et si elle est cachée, tu l'affiches. Donc, du coup, il y a une logique de booléenne. Hop, et là, on va lui donner un attribut qu'on va appeler show pour le moment. Pourquoi show? Parce que de base, on va la mettre en hidden, on va la cacher. Parce que de base, elle n'est pas affichée. Hein. Il faut faire une action pour afficher notre snack bar. Du coup, on va lui afficher, on va lui mettre donc cette classe-là, donc show. Quand on va cliquer sur le bouton. Et la classe show, hop, elle fait quoi? Elle fait visibility de visible. Voilà. Visible. Ok. Ça. Et donc là, on a une fonction qui est vraiment cool, je trouve. Alors, il faut faire, je crois, c'est class list. Toggle, un truc comme ça. Et show. Voilà. Alors. Attention. Non, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Alors attendez, laissez-moi réfléchir. Pourquoi? Est-ce que déjà, alors déjà dans ces moments-là, bon, il n'y a pas de debugger ou quoi. Enfin, je sais pas comment on l'utilise. Snack. Est-ce que déjà j'ai correctement mon élément qui est catch? Ah oui. Et voilà. Bon. Donc peut-être que le truc de tout à l'heure marchait. Hein. Voilà. Donc là, c'est l'exemple typique de perte de temps totale. Qu'en fait, ici, dans mon clic, j'avais oublié de linker cette fonction-là. Voilà. Donc là, si je clique, et voilà, ça marche. Alors, toggle, ça fait quoi? Toggle, ça va, comme son nom l'indique, toggle une classe à un élément. Si cette classe a déjà cet élément-là, ça va lui retirer, sinon ça va lui mettre. Et donc là, c'est exactement ce dont on a besoin, étant donné qu'on a un comportement booléen. Donc c'est soit il est affiché, soit il est pas affiché. Et dans un cas, on veut faire l'inverse, et dans l'autre, on veut faire l'inverse aussi. Voilà, donc là, on a déjà notre logique de quand on clique, la snack bar s'affiche. C'est déjà pas mal déjà, on a déjà pas mal avancé, mais je pense que le plus dur reste à venir. On va le faire avec des millisecondes. Ouais, j'étais en train de réfléchir. Du coup, maintenant, il faut qu'on le fasse avec des millisecondes. Alors, on va faire non plus un set interval comme on l'a fait avec l'exemple précédent. On utilise la fonction donc set timeout. Set timeout, c'est quoi? C'est une fonction qui est fournie par JavaScript qui permet au bout de X secondes, donc un timeout, de faire une action. Et là, notre action, c'est quoi? C'est tout simplement de retirer. Enfin, je vais la refaire plus simplement.
Donc le set timeout, il va nous permettre, donc là, quand on va cliquer sur notre bouton, hop, il y a l'élément qui s'affiche. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'au bout de X millisecondes, donc avec un timeout, set timeout, le retirer. Donc refaire un deuxième toggle. Parce que là, on fait un toggle, on lui attribue la classe show, donc il est affiché. Et ensuite, c'est de refaire un toggle. Pour qu'ensuite, il soit caché. Mais on a envie d'espacer ces deux logiques. Donc pour ça, on va faire set timeout. Je crois que c'est... Il n'y a pas de O majuscule. Hein. J'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ces fonctions-là. Hop. Et au bout de, je sais pas moi, 3 secondes, allez, soyons fous, 3000 millisecondes, donc 3 secondes, de la retirer. Et donc là, normalement, ça, au bout de 3 secondes, voilà, nickel, voilà, c'est super. On a notre snack bar. Il n'y a pas d'animation, c'est dégueulasse, mais elle est là. Alors ensuite, un truc que je maîtrise pas très bien encore, c'est un peu galère, c'est les animations. Alors pour les animations, je vous avoue que j'ai un exemple à côté, comme ça je vais m'en inspirer un petit peu. Les animations. Alors, on va donc appliquer une animation à un moment donné. Ok. Ce moment donné, ça va être au moment où on va afficher ou cacher notre élément. Donc, logiquement, c'est au moment où on va lui attribuer la classe show ou qu'on va lui retirer la classe show. Donc, notre animation, on va la faire donc dans cette classe-là. Alors, déjà, il y a deux trucs. Il y a le WebKit qu'il faut utiliser au niveau des, comment on appelle ça, des compatibilités. Donc, on va écrire notre code la première fois avec ça et ensuite on refera la même chose pour l'autre. Donc, hop, je copie-colle. Hein. Désolé. Il n'y a qu'un seul tiret? Ok, bon, d'accord. Donc, en étant développeur, on a le droit de ne pas savoir, hein, c'est normal. Et donc là, voilà, on regarde sur Internet, on se dit, OK, comment on fait une animation? Comment on fait? Donc, c'est comme ça. Enfin, à peu près. Donc là, on a WebKit Animation, donc qui permet de faire une animation. Et donc là, on a le fade in et le fade out. Alors, c'est quoi le fade in et c'est quoi le fade out? C'est une animation de cacher à afficher et de afficher à cacher normalement, si je ne me trompe pas. D'où le fade in et le fade out. On va utiliser ce qu'on appelle des keyframes. Des keyframes, c'est ça. Et pour le fade out aussi, il faut qu'on fasse la même chose. Alors, des keyframes, c'est ce qui va nous permettre de faire la transition de façon en mode animation, un petit peu de façon jolie, on va dire, pour éviter que ce soit trop brusque. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on va appliquer la classe show, donc quand on va cliquer la première fois sur le bouton, on va passer en mode, donc l'animation va se mettre en mode fade in, donc elle va afficher le truc, donc enfin la snack bar en 0,5 secondes. Et pendant ces 0,5 secondes, donc c'est ce qui va nous permettre de faire avec le keyframe, pendant ces 0,5 secondes, le fade-in, du coup, il va passer de la valeur bottom 0 à la valeur bottom 30 px. Et d'ailleurs, ici, je crois que si jamais 30 px, je crois qu'ici, je suis obligé de mettre le 30 px aussi, sinon je crois qu'il va pas kiffer sinon. Et donc là, si jamais je fais ça, ok, d'accord. Bon là, là ça vous a spoil un peu. Du coup, ça a l'air de marcher. Donc là, on a le fade-in en 0,5 secondes. Donc on passe de 0 à 30 px. C'est ce qu'on a vu là. Et d'une opacité de 0 à 0. Hein. C'est pour justement quand l'élément il s'affiche, au lieu de s'afficher. Attendez, je vais vous montrer directement. De façon brutale, directe. Enfin, de façon rouge tout de suite. Hop. Voilà, comme ça. Là, en fait, il va s'afficher avec une opacité. Donc, en fait, il sera légèrement transparent au début. Et ensuite, il va prendre sa couleur, donc son opacité 1, à la fin, pour qu'il soit affiché correctement. Fade in. Ensuite, on a pareil pour le fade out, mais du coup, c'est l'inverse pour le fade out. Et donc là, le fade out, il s'activera donc 0,5 secondes après. Et non, il va s'afficher 2,5 secondes après et il va durer 0,5 secondes. C'est ça, normalement. Et donc, pourquoi? Parce que
donc l'animation de base, d'entrée, elle dure 0,5 secondes. Elle reste 2,5 secondes. Et ensuite, elle repart 0,5 secondes. C'est ce qu'on veut en gros. C'est pour faire nos 3 secondes justement. Comme on a 3 secondes, on va dire qu'on va l'afficher pendant 0,5 secondes. On va la retirer pendant 0,5 secondes. Et donc, elle reste affichée logiquement 2,5 secondes. C'est pour ça que quand on fait un fade out ici, on met donc les 2,5 secondes pour dire au bout de 2,5 secondes, tu actives l'animation du fade out. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là on a notre truc qui marche. Et donc là on a notre petite notification qui pop et qui hop, ici comme ça. Et donc voilà. Donc oui, non, en fait, je crois que tout est ok. Du coup, tout est ok, ouais. Fade in, fade out. Non, c'est bon. Tout est ok. Bon. Du coup, comme vous avez vu ici, on est parti d'une logique assez simple, c'était d'afficher la snack bar, etc. Ensuite, c'est de l'afficher pendant X millisecondes et après de mettre de l'animation. Comme vous avez vu, je suis pas très fort en animation au CSS. Pour cela, j'ai fait des recherches. J'ai regardé comment ça fonctionnait. J'ai titillé pour voir ce que ça a. Bon, là, j'ai eu de la chance parce que ça a plus ou moins marché du premier coup. Mais du coup, voilà, parce que voilà, quand on ne sait pas quelque chose, on va essayer de trouver comment faire. On va tester petit à petit et on va comprendre les choses. Donc là, c'est ce qui s'est plus ou moins passé. Et donc, ouais, c'est tout. Voilà, pour le deuxième projet. On se retrouve du coup pour le troisième. Alors, troisième projet, on va passer directement sur le dark mode. Alors, le dark mode, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement le fait d'appuyer sur un bouton et de changer les couleurs principales du site en une autre couleur. Donc, on va essayer de réfléchir à la logique. Un bouton, quand on clique dessus, ça va changer des couleurs. On a donc 2 thèmes. On va avoir le dark theme et le thème de base qu'on appelle en général le light theme. Et donc, le but, ça va être de changer les couleurs quand on va cliquer sur le bouton. Donc, on va déjà commencer par, je pense, créer un bouton, hein. On va commencer par ça, hein. On va créer notre bouton. On va l'appeler switch mode. Voilà. Hop. Ça, ensuite, on va afficher un texte. On va l'appeler hello. Hello, it's. Oula. It's code Oz. Ensuite, hop, div. Hop. Voilà. Ça et et c'est tout, je pense. Ok, on est déjà bien. Et donc là, le but, donc là, la couleur de notre fond, elle est blanche de base et notre fonte, elle est noire de base. Ok. Là, on va faire un truc qui est intéressant, c'est que dans le body, donc là, on va dans le CSS, on dit que donc dans le body, on va lui créer 2 variables CSS. La première variable CSS, on va l'appeler text color. Hop, et on va lui dire black. Normalement, je crois que comme ça marche. Si on lui attribue comme ça. Ouais, et ensuite, on va lui créer background color et on va l'appeler white. Voilà. On va dire que ça, c'est les couleurs de base. Ok. On va dire que les éléments qui sont dans H1, ils ont leur color. Donc le texte qui sera affiché en couleur avec ça. Hop. Alors, je suis peut-être allé un peu trop vite là, mais en gros, ça, c'est pour déclarer une variable en CSS. Et le var avec le nom de la variable, c'est justement pour accéder à cette valeur-là. Voilà. C'est comme ça qu'on fait des variables en CSS et qu'on accède aux valeurs des variables. Voilà. Et on va dire au body aussi, non, on va le mettre là du coup. On va dire au body background. Hop. Oula. Background, on va lui donner du coup la couleur white. Voilà. Hop. Par. Tac. Voilà. Tac. Donc là, normalement, ça change rien. Si jamais je mets blue, ici, est-ce que ça marche? Ouais, ok. Nickel. Voilà. Alors là, notre but, c'est, on va dire, d'inverser les couleurs. On va rendre le texte blanc et le fond noir. Ok. Hop. Hop. Voilà. Donc là, ça marche. Voilà. Donc là, ça sera quand on sera en dark mode. Et ça sera quand on sera en white mode. Du coup, en light mode plutôt. Donc le thème de base.
Donc, ce qu'on va faire, c'est un truc qu'on va essayer de faire, ça va pas être très compliqué. C'est qu'on va, en fait, quand on va cliquer sur le bouton Switch Mode, on va appliquer une classe, qui sera donc la classe DarkTheme, à notre body. Et donc, ce qui va se passer, hop, ça. Ce que je vais faire, attendez, ce que je vais faire, je sais pas si ça se fait, si c'est propre de faire ça, mais je pense que je préfère faire ça. Hop, étant donné qu'il y aura deux body, voilà, hop. Et là, on va mettre dark. Voilà, on va laisser dark comme ça. Donc là, on va mettre white. Et là, on va mettre black. Hop, voilà. Donc là, alors là, comme ça, je pourrais pas appliquer dark directement comme ça. Enfin, je pourrais le faire avec un inspect, etc. Mais on va le faire de manière dynamique avec le JS. Donc là, on a deux classes. Enfin, on a deux classes. On a deux sélecteurs qui va être donc le body. Donc ça va être notre lightTheme. Et on a body.dark. Donc c'est si jamais notre body contient la classe dark, on va lui dire bah, text color c'est white maintenant et background color c'est black. Donc ces couleurs-là vont avoir la priorité sur. Je suis en train de montrer avec mon doigt, mais ça sert à rien parce que vous voyez rien. Mais en gros, là, voilà. Donc là, ces couleurs-là vont écraser ces couleurs-là de base. Donc, on va le faire avec le JS. Hop, ici, on va mettre, je crois que c'est onClick encore. On va mettre switch, voilà, tout simplement. Hop, voilà. Donc là, on va faire une fonction switch. Hop, hop, hop. Le bouton switch, il va faire quoi? Il va permettre de hop, faire comme on avait la logique de tout à l'heure. En fait, là, c'est la même logique que le snack bar. Ça va être soit t'es blanc et on veut te. Soit t'as le light theme et on veut te mettre le dark theme, soit t'as le dark theme et on veut te mettre le light theme. Donc, on va réutiliser le toggle. Pour ça, cons body. Comment je peux récupérer le body? Attends, je vais tester un truc. Je sais pas du tout si ça marche. Element by name. Je crois que franchement, je suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de faire. Là, on va mettre body element pour voilà, et hop. Je sais pas du tout si ça va marcher. Hein. Non, il veut pas. Pourquoi il me dit expected token. Ah merde. Ok. Hop. Ok. Peut-être ça. Non, ça me paraît bizarre quand même. Ta 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 ta. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je crois que c'est si jamais je fais ça, j'utilise une fonction expression. Et que là, là. C'est peut-être pas onClick, hein. Je me souviens plus exactement de ce que c'est. Comment? Qu'est-ce qu'on avait utilisé déjà? C'était onClick comme ça, je crois. Non? Tu veux pas? Unexpected token? Ah, c'est là. Merde. Je pense que c'est. Attends. Oula. Tac. Tac. Non? Il veut pas? Alors attendez. On-click, voilà, c'est sur ce genre de truc qu'on peut bugger aussi. Là, on a switch, on a mis ça un petit peu en mode propre en plus. On aurait pu le faire un peu. Ah, mais oui, non, mais attendez. Oh là là, je crois que c'est ça en fait. Attendez, de base, normalement, on peut faire ça. Je crois qu'on peut faire ça comme ça. Un expected token. Qu'est-ce qui va pas? Je comprends pas le unexpected token. Surtout que là, du coup, c'est un peu galère de voir le truc. Syntaxe erreur, unexpected token. Ah, est-ce qu'il me le montre? Ouais, mais là, il n'y a pas besoin normalement. Ah, mais oui, putain. Oh là là, oh, je suis fatigué. Je crois que normalement, là, c'est bon. Non, toujours pas. Ok, bah écoutez, je vais reprendre le projet de tout à l'heure. Je vais recopier la fonction qu'on a utilisée donc juste avant, qui est la même. Ouais, non, mais attendez, c'est pareil là.
Ah, mais peut-être que switch, c'est peut-être un truc réservé, hein. Ouais. C'est peut-être un nom réservé. C'est peut-être possible. Là, normalement, si je fais ça. Attendez, là, j'ai bien les deux parenthèses comme ça. Ouais. Et là. Ok, cool. Ouais, et là, c'est get elements avec un S normalement. Non? Ok. Ouais, bon, donc là, il arrive pas à le récupérer. Bah, du coup, on va regarder how to get body element in JavaScript. Voilà, tout simplement. Ok, on y accède directement comme ça. Ok, ok, ok. Bon, et bah écoutez, hop, document pour body. Donc là, normalement, si tout est bon. Ok, cool. Ok, ok, bon. Je savais pas. Body, class list. Avec un L majuscule, je crois. Hop, class list. Et donc, on va lui donner ou non le dark theme. Je crois que c'est class list. Comme ça. Normalement, c'est ça, hein. Hop. Voilà. Bah, nickel. Ok, alors, ce qui se passe. On récapitule. On a notre bouton, quand on clique, ça va inverser les couleurs. Donc là, on a body.dark, donc c'est quand on va ajouter une classe sur notre élément body. Donc là, notamment, le nom de la classe est dark. Ça va lui appliquer ces variables-là à la place des variables de base qui sont les variables par défaut, qu'on lui a mises ici. Parce qu'en fait, quand on va appliquer une classe sur un élément, c'est les éléments, enfin les attributs qui sont dans ces classes auront une priorité par rapport à un élément plus global comme là par exemple. Et quand on va recliquer du coup sur le bouton, ça va du coup remodifier, euh, enfin ça va retirer la classe dark. Pardon, je suis en train de bugger là. Et, ça va retirer la classe dark et du coup bah, ça va reprendre les variables de base. Voilà, tout simplement. Et donc là, bah, c'est un truc assez classique. Ouais, on a fait un dark mode assez basique. On pourra ajouter de la logique avec du local storage pour garder le switch mode, enfin le mode par défaut du utilisateur qu'il a utilisé la dernière fois qu'il est rentré sur votre site, etc. Sauf que là, malheureusement, on n'a pas trop le temps et je pense pas que ce soit la partie la plus intéressante pour le moment. Je vous ferai peut-être une vidéo. Dites-moi si jamais ça vous intéresse, qu'on fasse un dark mode avec un local storage, etc. Mais voilà, donc là, quand on clique, ça applique la classe et donc on a bien nos variables qui switch de couleur. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour bah, le projet numéro 4. Ouais, 4 déjà. À tout de suite. Alors, le dernier projet, du coup, donc c'est Pokémon API. En gros, concrètement, on va fetch depuis une API. Donc, pour ceux qui ne savent pas une API, ce que c'est en gros un serveur. On va lui faire une requête. On va lui demander, par exemple, dans notre cas, donne-nous les 151 premiers Pokémon. Il va nous renvoyer ces données-là. Et nous, on va du coup pouvoir les utiliser, les traiter comme on veut. J'ai fait 2 recherches en amont avant de commencer ce projet-là pour éviter de perdre trop de temps. Et parce que c'est pas forcément très intéressant, mais en gros, c'est du coup le call API qu'on doit faire. Je vais vous le montrer quand on l'utilisera. Et le deuxième truc, c'est comment afficher une image. Parce qu'en fait, l'API, elle nous retourne donc les 151 premiers Pokémon, donc elle retourne leur nom. Plein d'autres caractéristiques, mais ça ne nous intéresse pas. Mais elle ne nous retourne pas l'image. Mais j'ai trouvé comment faire, parce qu'en fait, ils ont un truc pour afficher les sprites, où en fait, on affiche l'index du Pokémon et on obtient l'image. Je vais vous montrer ça après. Donc voilà, c'est les deux recherches que j'ai fait en amont. Donc je les ai faites avant cette vidéo-là. Donc on commence tout de suite. Première étape, donc là on va réfléchir encore une fois comment on va faire et comment on va les afficher. Alors moi je pense qu'on va les afficher en grille. On va en afficher, je sais pas moi, 5 éléments sur une grille, comme ça jusqu'à avoir les 151 premiers Pokémon. Donc là je pense que le premier truc à faire, c'est déjà d'afficher 5 Pokémon, on va dire, sur la même ligne, ou même 6, on s'en fout, de toute façon ce sera des clones. Pour s'afficher, j'ai du mal. Pour s'assurer que notre élément est bien la logique de si jamais j'ajoute n'importe quel élément, tu l'affiches correctement. Voilà.
Donc, on va utiliser deux trucs en CSS qui sont très utilisés. Donc, c'est le grid et les flexbox. Pour ceux qui connaissent ni l'un ni l'autre, vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer plus ou moins comment ça fonctionne. Donc là, j'avais fait un copier-coller donc avec l'URL de la page. Donc là, comme vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour afficher le Pokémon, on a cette URL là. Et là, en fait, on a juste à changer l'index. Donc là, par exemple, si je mets 1, je vais avoir Bulbizarre. Voilà. Et donc, on a l'image. En dessous, on aura notre texte. Donc là, c'est pas aligné et tout. Et ça, on va le répéter autant de fois qu'il y a de Pokémon dans la première génération. Donc, on va commencer déjà par afficher une seule cellule, une seule case, faire ça de manière assez propre. Et ensuite, on va afficher tous les uns à la suite des autres. Et une fois qu'on aura fait ça, donc une fois qu'on aura notre logique d'affichage, on va dire, notre vitrine, on pourra ajouter les vrais Pokémon du coup avec le call API. Voilà. Alors, on va déjà commencer par utiliser les flexbox. Alors, les flexbox, c'est quoi? On applique le flexbox sur un élément, on va dire, sur un container, sur un parent, et tous les éléments enfants vont être affichés les uns à la suite des autres d'une certaine manière. Cette certaine manière, c'est ce qu'on va voir justement. Donc là, par exemple, j'ai la classe item. Donc je mets displayFlex. Alors displayFlex, c'est quoi? DisplayFlex, c'est justement pour dire que ce parent est une flexbox. Et donc tous les éléments enfants vont du coup dépendre de cet affichage-là, de cet affichage. Voilà, donc là déjà on a une différence. C'est les valeurs par défaut du flex qui fait ça. C'est que là en fait on a notre image et on a notre texte qui est sur le côté comme ça. Donc en fait ils sont alignés les uns à la suite des autres sur une ligne à la place d'être en colonne. Nous c'est pas ce qu'on veut. Et donc ça, c'est le comportement de base d'une flexbox. Donc déjà, on voit que c'est différent des valeurs par défaut avec les diffs, parce que les diffs, normalement, elles se superposent les unes à la suite des autres. Là, c'est pas le cas du coup. On voit bien que du coup, le flexbox a des effets sur ça. Donc là, on a ce qu'on appelle donc flex direction. Attendez, je vais juste vous montrer vite fait, pour que vous compreniez bien les flexbox. Je vais taper flexbox. Hein. Là, voilà. Donc la flex direction, c'est un attribut qu'on donne à un élément flex. Donc là, vous voyez, on a 4 choix possibles. Soit on les affiche de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas ou de bas en haut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Celui-là, c'est quoi? C'est colonne. Donc, flex direction colonne. Ensuite, donc là, vous... ah oui, là, vous voyez du coup que le Bulbizarre, il a mangé chaud. Là, il est pas très bien. Il est bien écrasé. En fait, c'est parce que... attendez, pour bien comprendre, je vais mettre un border de 10px, je sais pas. 10px. Non, n'importe quoi. De solide, n'importe quoi, moi. Hop, comme ça, voilà. En fait, là, ce qui se passe, c'est que la flexbox, du coup, l'élément enfant, comme il est seul dans l'élément parent, il va prendre tout l'espace. Et là, on a l'image qui est donc étirée parce qu'en fait, elle va prendre toute la largeur. C'est pour ça qu'elle est écrasée comme une patate. Et là, du coup, on a notre texte du coup qui est pas aligné. Mais le texte, normalement, la div, elle va jusque là normalement. Pour arranger ça, on va utiliser donc align item. Align item. Oula, mon anglais est catastrophique. Et donc, on va lui donner la valeur center. Center, ça fait quoi? Là, on voit que l'élément parent, donc c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la box avec les bords noirs, va centrer tous ces éléments. On va les centrer. Du coup, là, comme on les affichait de manière de manière en colonne, du coup, les items vont être alignés en colonne. Donc, ils seront alignés par rapport à la page. Enfin, ils seront centrés quoi, par rapport à la page. C'est assez compliqué à expliquer. Mais vous voyez très bien visuellement, vous comprenez. Donc là, on a un élément qui est affiché, c'est super. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait, c'est en avoir plusieurs et les afficher les uns à la suite des autres. Là, on a une seule cellule qui prend toute la place d'ailleurs. Et ça, c'est pas grave parce que justement, on va voir après comment ça va s'adapter. On va utiliser le deuxième truc qui est grid. Alors là, c'est plus complexe que les flex, mais on va l'utiliser de façon très simple. Les grids, en fait, ça va nous permettre de... Pareil, on va l'appliquer sur un parent. Et tous les éléments enfants vont être affichés de manière à être comme sur une grille, en fait. Et ensuite, on va pouvoir personnaliser cette grille. Mais nous, encore une fois, là, on va faire un truc très, 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 très basique. Ne vous inquiétez pas. Je vais l'appeler grid. Voilà, tout simplement. Hop. 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 Voilà. Donc là, c'est le parent.
Euh, Ensuite, on va lui... hop, tac. On va donc lui mettre display grid. On va lui donner une valeur. Oh là là, désolé. Je crois que c'est la fatigue là. Hop, voilà, display grid. Et on va utiliser une valeur. Cette valeur, c'est pour lui dire combien d'éléments je veux par ligne, en gros. Combien d'éléments je veux par grille. Pour ça, on va utiliser grid template columns avec un S, je crois. Ouais, au pire, ça ne marchera pas. Et là, si jamais on en veut 5, on va faire ça. Donc, ne vous inquiétez pas, là, je le note, mais on va voir ça plus en détail juste après. Et ensuite, on utilisera gap, mais ça, on verra juste après. Alors, déjà, on va mettre cet élément-là dans cet élément-là. Pareil, ensuite... Ah, alors, attendez. Déjà, un truc qui est vachement intéressant. Oula. Oh, non, 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 ne spoil pas, ne spoil pas. Oh là là. Alors là, il y a un truc qui est déjà ultra intéressant. C'est que vous avez vu de base, si jamais on laisse la div de base, elle va prendre tout l'espace qui lui est attribué. C'est le comportement normal des divs. Sauf que là, comme on l'a mis dans une grille, la grille, elle lui dit, écoute, là, tu m'as dit que tu veux 5 éléments par case. Du coup, j'adapte ton élément pour qu'il puisse prendre 1/5 de l'espace qui lui est réservé. 1 FR, donc c'est pour lui dire, tu prends une unité de cet espace-là. Par exemple, si jamais je mets 2 FR, cet élément-là, il va prendre 2 sixièmes. En fait, il faut calculer tous les FR. Donc là, 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 6. Et donc, le premier élément, il prendra 2 fois plus d'espace que tous les autres éléments. Mais nous, encore une fois, on fait très basique. On fait ça. Et là, vous me dites, mais si on a 100 éléments à faire, on va devoir 100 éléments par ligne, on va devoir les mettre comme ça, là, en mode dégueulasse. Enfin, c'est horrible de faire ça. Non, parce qu'il y a la méthode repeat. La méthode repeat, en fait, on lui attribue le nombre de fois qu'on veut répéter quelque chose. Donc là, je répète 5 fois 1 FR. Ça équivaut au truc, au code juste avant. Voilà, donc là, on a notre élément, notre premier Pokémon. Et ensuite, si j'en mets un deuxième, hop, ici, si je lui en mets un deuxième, voilà. Là, on voit qu'ils sont collés. Je vais même en mettre, vous savez quoi, hop, voilà. On va en mettre plein, hop. Voilà, donc là, vous voyez qu'ils sont tous collés. C'est pas très propre, c'est un peu sale. C'est un peu galère. Et vous voyez aussi du coup là qu'on a bien les 5 qui sont sur notre même ligne. Et ensuite l'autre, hop, qui repart au début. Et hop, etc. etc., etc. On va utiliser gap qui va permettre en fait de mettre, comme son nom l'indique, un gap, donc un écart entre chaque grille. Enfin, entre chaque cellule de la grille. Si je mets 10px, hop, voilà. Hop, hop. Ici, voilà, ici j'ai 10px, 10px, 10px. Voilà. Ça fait un peu plus propre, ça fait un peu plus épuré, on va dire. Donc voilà, donc là on a déjà notre étape, donc là on a déjà notre container. Là, si jamais je copie 151 fois mon bulle bizarre, je pourrais voir que justement mon affichage là, c'est bon, il marche. On a créé notre affichage, on a déjà créé notre vitrine, comme j'aime l'appeler. Maintenant qu'on a ça, on a utilisé des fake data, d'accord? On est toujours dans la logique de qu'est-ce qu'on fait après. Là, on a vu comment on faisait une cellule, comment on l'affichait une cellule avec les flex. Donc là, chaque cellule, c'est une flexbox qui va du coup centrer l'image et le texte de manière en colonne. J'ai du mal sur ça, en colonne. Et, euh, et ensuite, une fois que ça s'est fait, on s'est dit, ok, comment on va en afficher plusieurs et comment on va les afficher comment on va afficher ces plusieurs éléments et comment on va donner des restrictions. Donc là, par exemple, dire j'en veux 5 par ligne. Voilà. Juste avant, non, en fait, non. Donc là, on a notre affichage qui marche. Notre layout est fonctionnel, notre vitrine est fonctionnelle. Maintenant, il faut la remplir avec des vraies données. Moi, c'est ce que j'aime faire en général, c'est que je mets en place le système, en général, le système par exemple d'affichage dans ce cas-là, avec des fake data, etc. Et une fois que ça marche, une fois qu'on s'assure que tout fonctionne correctement, je m'occupe justement d'y insérer les vraies données. Là, par exemple, alors voilà, juste histoire de flex un peu, voilà, donc là, si on en met 3, ici, on a bien donc les 3 Pokémon qui s'affichent par ligne. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais tout supprimer à part un truc, parce que, hop, voilà. Donc là, il y a
Oula, et ça aussi. Hop, et hop, voilà. Là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà fetch les données. Fetch les données avec une API. Alors, moi, dans mes projets, en général, j'utilise une librairie qui s'appelle Axios pour faire ça. Sauf que là, on est en mode chill, on est en mode JavaScript vanilla un peu, on se prend pas trop la tête. Donc, je vais utiliser donc fetch, qui est une fonction qui nous permet justement de faire des calls API. Fetch. Tac, voilà. Hop, fetch comme ça. Donc là, on a fetch. On a notre fonction fetch. Et là, c'est du coup l'URL pour faire notre call API. Là, si je le rentre dans le navigateur, vous allez voir que là, hop, voilà, j'ai un espèce de JSON immense. Hop. Donc là, pourquoi il me met 1000... Ah oui, non, ok, d'accord, ok, j'avais pas compris. Donc là, j'ai les 151 premiers Pokémon. Si on peut voir le 151e qui est là. Donc voilà, donc c'est un objet comme ça que je vais avoir. Donc là, on peut voir, donc next, c'est par rapport au curseur, etc. Mais nous, ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est result. Result, c'est ce qui va justement contenir les valeurs qui nous intéressent. Donc là, on voit qu'on a le nom. On a le lien pour avoir plus d'informations sur ce Pokémon. On a plein de trucs, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est juste le nom. Et l'index aussi. Mais l'index, on va l'avoir parce que du coup, on va faire une itération. Donc, quand on fait ça, donc c'est une promesse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les promesses, ça va être compliqué de vous expliquer comme ça. Mais en gros, comment dire? C'est le fait de... Comme on va faire un call à un serveur, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est pas synchrone. C'est-à-dire que ce n'est pas une exécution qu'on va faire comme une exécution normale. Il va y avoir un laps de temps. Ce laps de temps, il est indéfini. Il peut être jamais comme une seconde, comme 2 secondes, comme 0,1 milliseconde. Et donc, c'est pour ça qu'on doit utiliser ce qu'on appelle du coup des points zen ou des await, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Là, on reste très basique. On fait donc fetch qui va nous retourner une promesse. On lui fait un point zen, donc c'est-à-dire que quand tu vas résoudre, une fois que le serveur nous aura répondu, tu feras ces actions-là en gros. Voilà, c'est pour être vraiment très basique. On a donc notre réponse. Donc c'est le même truc ici, là, comme si je faisais ça. C'est cette réponse-là. Ensuite, on va le convertir en JSON, parce qu'avec Axios, ça le fait automatiquement, mais avec Fetch, je crois qu'on est obligé de le faire à la main. Donc, je vais juste faire, hop, un retour à la ligne. Hop, voilà. Ensuite, on refait un point zen. On va l'appeler data plutôt. Hop, voilà. Là, ce qu'on peut faire, c'est... je pense qu'on va faire un console log déjà pour voir que tout marche bien. On va faire result et ce sera data.result. Alors, j'aurais pu très bien utiliser les... J'aurais très bien pu faire ça comme ça. Result de là. Mais encore une fois, on reste basique. Voilà. Ça, et on va faire un console log de result. Voilà. Papa, est-ce que ça va marcher? Ça n'a pas l'air de marcher. Et là, si je fais ça, ça marche toujours pas. J'ai rien dans le console log, c'est bizarre. Ah! Oula. D'accord, alors j'ai vraiment des trucs qui sont vraiment bizarres. J'ai name false, URL false. Tout. Pourquoi? Alors, ah oui, j'ai oublié d'expliquer aussi là. Je refais un poison, en gros, je transforme ma donnée en JSON et ensuite je peux chaîner comme ça les fonctions. Et en fait, chaque fonction retourne le résultat. Donc là, response.json, ça va me retourner la réponse en JSON. Et donc data, en fait, il est en JSON. Bah écoutez, je vais faire juste ça pour voir si ça change quelque chose. Ça me paraît bizarre que ça fasse ça. Pourquoi ça fait des false et tout? Peut-être le response.json qui est pas bon. Ça me paraît très bizarre. Normalement, c'est comme ça. Response.json. Normalement, c'est ça. Je réfléchis du coup à ce que ça peut être. Juste attendez, je vais quand même vérifier un truc dans le inspecteur. Ah ouais, donc en fait, non, c'est bon, c'est bien ça. Ok, bah c'est ça qui est bizarre. Alors l'affichage est assez bizarre là.
Là, vous voyez, en fait, quand je fais un console log ici, ça le fait dans leur truc, mais ça le fait aussi dans le navigateur. Donc là, en fait, je peux voir qu'en fait, non, c'est bon. Du coup, si je fais result, comme ça, que je clean ça là. Est-ce que j'ai bien mes 150 premiers Pokémon? Ouais, ok, super. Cool, cool, cool. Ok, bon, je sais pas pourquoi ça fait ça sur leur truc. Un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, donc là on a notre résultat, donc qui va contenir tous nos Pokémon. Et maintenant, il faut faire plusieurs trucs. Alors, déjà, il faut injecter chaque cellule avec donc une cellule par Pokémon et lui injecter deux choses. D'une, c'est l'image, et de deux, c'est le texte, le nom du Pokémon. Et on va même pouvoir lui ajouter, si on veut, son numéro de Pokédex. Donc là, juste div là, voilà. Donc on va réutiliser ce pattern là, ok. Sauf qu'en fait, on va changer deux trucs. Les trucs qu'on va changer, c'est le SRC, donc c'est le chemin vers l'image, qui sera différent du coup pour chaque Pokémon. Et ici, le texte qui sera affiché, ok. Là, il faut que je lui donne un ID, je pense, parce que sinon, ça va poser problème. Ouais. Non, je vais mettre name. On va pas commencer à faire des trucs. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout ça de manière dynamique. Ok. Je vais laisser ça. Ça va nous servir au niveau du code. Ça va nous servir à ce que ce soit plus simple, mais je vais laisser là. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on ait notre grid. Donc, on va faire un document.getElement by IDs. On va lui dire de prendre grid. Voilà. Ensuite, ça justement, ça va disparaître parce qu'on va le créer dynamiquement. Parce qu'on ne va pas ici mettre copier-coller 151 Pokémon à la main, ça sert à rien. Du coup, on va le faire de manière automatisée. Je réfléchis, je tourne. Donc là, on va récupérer le nom. Ouais, non, comme ça, je pourrais pas le faire. C'est avec une boucle. Hop, donc là, on va devoir faire un for each. Hop. On va l'appeler Pokémon. Hop. Voilà. Donc là, hop. Chaque itération, je vais devoir créer du coup l'élément class item, enfin le parent, quoi. Le parent de la cellule, avec la classe item. Ensuite, je vais créer ces deux enfants, qui seront donc l'image qui aura donc un SRC en fonction de son index de Pokémon. Et ici, on va créer l'élément ID name qui aura donc en inner text le nom du Pokémon et on pourra même s'amuser à mettre l'ID du Pokédex du Pokémon. Ok, alors, je galère un peu. Attendez juste 2 secondes. Alors, result for each Pokémon. On va créer notre premier élément, donc qui va être la cellule. On va l'appeler const de cell, comme ça je crois. Donc on va créer, pour créer un élément, on fait document pour create element, voilà. Et div, donc là on crée notre div. On va créer Pokémon number. Donc le Pokémon number c'est quoi? Ça va être son ID, enfin son numéro dans le Pokédex. Donc là, comme en fait on commence à l'index 0 et que l'index du Pokémon lui commence à 1, il faut qu'on l'initialise du coup à plus 1 de base. Donc là, callback, donc j'ai mon Pokémon et l'index. Et donc pour ça, on fait un plus plus index. Donc en fait, on va incrémenter notre index avant de l'assigner à cette valeur-là, contrairement à tout à l'heure qu'on a fait index plus plus qui faisait l'inverse du coup. Ensuite, une fois qu'on a créé notre cellule, on va créer notre image, tout simplement. Oula, pourquoi il me fait ça, lui? Hop, voilà. Donc là, on va créer notre image. Et on va lui dire ce que c'est IMG. Voilà. Donc là, on crée une image IMG. Donc on crée notre image. On va donc créer notre image. On va lui donner un SRC. Donc, comme c'est là exactement. Je suis encore en train de vous montrer avec mon doigt, mais ça sert vraiment à rien. Hop, ici. Donc là, on va utiliser un truc que vous connaissez peut-être pas. Oula. Ah, attendez. Hop, voilà. Cool. Ça sera mieux de
de faire comme ça. Là, je le laisse un peu comme ça, mais le CSS, on s'en fout pour l'instant. Alors, hop, image SRC. Alors là, j'ai utilisé, à la place d'utiliser des côtes ou des doubles côtes, j'utilise des tilt, backtick, ouais, je crois que ça se dit comme ça. Pourquoi? Parce que là, en fait, ici, vous voyez, donc on a notre index, et ici, on va le changer par Pokémon number. Alors, ça, c'est quoi? En gros, c'est une template literal string, ce qui nous permet d'injecter une valeur, une variable dans une string. Donc en faisant $bracket, le nom de la variable bracket fermé. Donc là, ça va être 1, 2, 3, etc. Mais pour ça, il faut mettre des backticks à la place des quotes et double quotes. Voilà. Je ne traîne pas trop là-dessus, sinon la vidéo va durer beaucoup, beaucoup trop longtemps. Une fois qu'on a fait ça, on a créé notre image. Ah, attendez, j'ai oublié un truc qui est important. La cellule, on a oublié de lui donner un style. La cellule. Alors attendez, pour ajouter un style, c'est quoi déjà? Class list.add. Je sais pas si. Class list. Attendez, je regarde si c'est un L majuscule. Ouais, c'est un L majuscule. Vous voyez, toujours, on peut toujours avoir des doutes et tout comme ça. Et on lui ajoute donc la classe item. Là, en fait, on refait ce qu'il y a ici. Donc là, bon, on va mettre. Ah. Ce qu'il y a ici, on le recrée dynamiquement là. Ce qu'il y a ici, on le recrée dynamiquement ici en JavaScript pour chaque Pokémon du Pokédex du coup. Tac, donc là c'est bon. Image SRC, on lui a donné du coup la classe item. Donc l'image c'est créé. L'image est créée. Maintenant, il va falloir créer le nom du coup. Ouais, j'ai bugué. J'en suis à je sais pas combien de minutes. Name, et ici on va lui dire tu prends une div. Voilà. Tu prends une div. Est-ce que on lui attribue l'ID name? Ça sert vraiment à quelque chose? Je pense que ça sert à rien de faire ça. Ici on va lui dire tu prends ta valeur, ce sera Pokémon. Donc là j'ai mis Pokémon number, mais ici il faudrait que je mette const Pokémon name, et ici on prend du coup Pokémon, hop, point name. Voilà. Normalement c'est ça. Ici on fait un inner text. Ouais, c'est vraiment compliqué de coder, d'expliquer tout ce qu'on fait en même temps. C'est un exercice qui est très complexe. Je pense pas que ça allait être aussi difficile. Hop, et hop. Voilà. Ça, et maintenant, il nous reste deux trucs à faire. Là, on a créé nos éléments, mais on les a pas mis dans l'élément parent. On n'a pas injecté l'image, et on n'a pas injecté cette div-là dans cet élément-là. Alors, pour ça, il faut faire sail de append shield, je crois, un truc comme ça. Hop. De img, et on refait exactement la même chose. Hop. Ouais, comme ça, normalement. J'aime bien normalement rajouter img element, name element, mais bon, c'est pas très grave. On le fait en mode tranquille. Donc ça, c'est fait. Et là, dernière étape, maintenant qu'on a injecté tout ça, c'est de tout simplement injecter chaque cellule dans notre grille. Et donc pour ça, on refait exactement la même chose, sauf que là, ce ne sera pas sail, ce sera avec le grid. Et donc avant, je vais supprimer ça. Hop. Hop. Grid.appendShield. Et là, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, ça devrait s'afficher. Voilà. N'est-ce pas magnifique? Alors, on vérifie. Puis le bizarre, c'est bien lui. Charizard, c'est bien lui. Et on voit que ça va jusqu'à la fin. Alors, on va récapituler un petit peu la fin. Pour ceux qui n'auraient pas trop compris. Même si la vidéo va durer très longtemps, mais bon, c'est pas grave. Je vais expliquer, c'est très important. On fetch, d'accord? De base, on n'a aucune cellule, ok? On a juste notre grille qui est là, qu'on a configuré au préalable avec des fausses données pour s'assurer que tout était correct, ok? On a notre grid element, on va fetch avec le call API, on va transformer cette réponse en JSON, donc ça c'est parce que le fetch, je crois, il le fait pas de base, et là on le fait comme ça, on est sûr. Ensuite, on a notre donnée, on récupère result parce que c'est là où justement il y a les données, nos Pokémon. On fait un for each dessus, là on n'a pas le choix. On crée la cellule. Ensuite, on lui attribue la classe du style du coup qu'on a fait juste avant. On incrémente notre index à +1 direct, donc avant qu'on l'utilise parce que
les index en JavaScript pour les tableaux commencent à 0, mais le Pokédex lui commence à 1. C'est pour ça qu'on est obligé de faire en plus 1 avant. On crée notre image. Dans notre image, on va lui donner du coup, le numéro du Pokémon pour récupérer son image, la mettre en SRC, donc en source, pour ensuite l'afficher. Ensuite, on crée notre div qui va contenir le nom du Pokémon. On récupère le nom du Pokémon. On inner text, donc on met le texte dans cet élément-là. On met l'image dans la cellule. On met ensuite le nom du Pokémon dans la cellule. Et ensuite, on met la cellule dans la grille générale. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui, bah oui. On va juste vite fait... Donc, comme ça, je vous explique bien les templates literal string. Donc là, c'est fini. Mais pour ceux qui veulent, il y a un petit bonus vite fait. Je vais vous expliquer vite fait ce que c'est que les temporal... Attends, comment ça s'appelle Template literal string, voilà. Là, on a notre nom de Pokémon. Ok, on voudrait lui donner le numéro du Pokédex. Je pourrais faire ça. Voilà. Et là, ça va être collé. Ça va être dégueulasse. Comme ça. Du coup, là, on peut se dire, c'est pas grave, j'ai juste à faire ça. Ouais, mais c'est vachement moche, non? Vous trouvez pas? Si jamais je veux rajouter un hashtag devant, je suis obligé de faire ça, du coup. Ça comme ça, vraiment. C'est vraiment moche, hein. C'est pas pratique à débugger et tout. C'est pour ça qu'il y a les templates literal string. Alors, on va la laisser ici, celle-là. Hop. Alors, comme je vous disais juste avant, là, je vais vous expliquer. On met deux backticks à la place des quotes ou double quotes. On met un $, bracket ouverte, bracket fermée, et dedans, on va lui donner une variable. Donc là, Pokémon number, par exemple. Oula, hop, Pokémon number. Ensuite, on met le hashtag devant, parce que c'est le hashtag qui est juste là. On lui met ensuite à la suite donc le numéro du Pokémon qui est là. Si on veut, on peut même mettre un espace comme ça, hop. Et là, du coup, ça va appliquer l'espace. Ici, on fait un espace au lieu de faire un truc dégueulasse comme ça. Et on refait un $, bracket ouvert, bracket fermé de Pokémon name. Voilà. Et là, alors, hop, je vais supprimer ça. Hop là. Et là, normalement, on a la même chose, voilà, avec l'espace ici. Bon, je préfère sans espace, mais voilà. Bon, on voit que c'est possible. Et voilà, et donc là on voit que c'est quand même un affichage qui est très basique, très simple, mais on a vu quand même beaucoup de choses, je trouve. Et là par exemple, si jamais je veux en afficher, 10, bon là ils sont petits, voilà, et bah hop, ça marche. Vous avez vu la puissance déjà des Flexbox. Bon là on a vu vraiment 1% des Flexbox, hein, vraiment. Mais je vous assure que c'est encore plus utile que les grids, je trouve. Ensuite on a vu la puissance des grids, ici qui est vraiment, vraiment, vraiment puissante. Et ensuite, on a vu un peu comment faire de A à Z. Et donc là, en fait, petite amélioration là pour moi, je pense. Bon, là, on va pas le faire parce que j'y vois pas trop l'intérêt et la vidéo dure déjà beaucoup trop longtemps. Mais en gros, on aurait pu séparer les étapes en plusieurs fonctions. Faire la première étape, c'est création de la cellule plus assignation de la classe. Deuxième fonction, c'est le fait de créer l'image, de lui attribuer du coup un SRC et de retourner l'élément. Pareil pour le nom. Pareil, on crée la div, etc. On lui attribue le nom. Et à la fin, bah, du coup, d'assembler toutes les cellules et une autre fonction. Enfin, pas une autre fonction pour ça, mais à la fin, du coup, de rajouter la cellule à la grille. Voilà. Ça dure depuis beaucoup trop longtemps. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous êtes vraiment courageux. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. C'était un exercice vraiment difficile. C'est la première fois que je fais ça, une vidéo comme ça aussi longue. Et en direct comme ça, c'est vraiment compliqué d'expliquer tout ce qu'on fait et en même temps, c'est vraiment pas simple. Mais bon, j'espère que vous avez aimé. J'espère que le principe justement vous plaît. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà. On se retrouve du coup dans une vidéo tout de suite. Allez, ciao. Et ah oui, j'allais partir sans le dire. Abonnez-vous, partagez, mettez un pouce vers le haut, même s'il n'y a plus les j'aime pas. Et abonnez-vous à ma newsletter, oui. Oh là là, putain, abonnez-vous à ma newsletter, j'y partage beaucoup de choses, c'est gratuit, c'est dans la description. Et voilà, ciao.